Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce lundi 21 décembre 2020. On va parler dans le décryptage de l'actualité pour commencer de la Centrafrique. La Centrafrique où le processus électoral est pollué par des soupçons de coup d'État. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le gouvernement centrafricain a accusé samedi l'ancien président François Bozizé de fomenter un coup d'État après l'annonce de la fusion de 3 groupes armés à 8 jours du scrutin présidentiel et législatif. Le contexte sécuritaire continue de se dégrader dans le pays où le gouvernement accuse l'ancien président, le général François Bozizé, de vouloir prendre le pouvoir par la force. Ces accusations de préparation de coup d'État font suite à l'annonce de la fusion de 3 groupes armés. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu 3 groupes armés qui ont décidé de fusionner? Oui, des informations données en particulier par la MINUSCA, par également les observateurs qui sont sur place. Toutes les informations disent effectivement qu'il y a 3 groupes et curieusement même parmi des groupes qui sont signataires de l'accord de Khartoum, qui ont décidé de se mettre ensemble et qui ont commencé à descendre sur Bangui, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire exactement présentement. Et il a fallu l'intervention en particulier des Russes, des Rwandais, puisqu'il y a déjà des soldats qui sont sur place. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver, je dirais malheureusement, puisque c'est pas ça qui va régler le problème. Et le gouvernement centrafricain a considéré que ces gens cherchaient à perpétuer un coup d'État. Et derrière ces gens, il y a l'ancien président François Bozizé. Est-ce que cette accusation de voir la main de Bozizé derrière ces gens se justifie? Elle se justifie parce que n'oublions pas que Bozizé est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2003. La deuxième chose, Bozizé est poursuivi par les Nations Unies en considérant que il a d'une façon ou d'une autre participé et même soutenu ce qui s'est passé en Centrafrique en matière de bataille du côté des anti-Balaka contre les Séléka. On vient également de voir sa candidature invalidée. Quand la candidature a été invalidée, il a dit qu'il accepte. Il a dit qu'il ne va introduire aucun recours. Bon, tout le monde avait dit en quelque sorte ouf, puisqu'on se demandait ce qu'allait être sa réaction. Mais quand on regarde le communiqué qui a été fait par l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, la Russie, etc., ces gens également désignent, je dis bien désignent M. Bozizé comme étant derrière ce qui est en train de se passer. Le représentant des Nations unies au niveau de la Centrafrique, M. Mankeur Ndiaye également, a dit clairement qu'il demande à M. Bozizé d'appeler ses partisans au calme. Ce qui veut dire que même si on n'a pas encore un papier où il est écrit c'est M. Bozizé qui est responsable, je ne crois pas que toutes ces organisations internationales, tous ces États, ce sont tout simplement plus de dire c'est Bozizé. Il doit y avoir quelque chose qui permette aux gens de le dire et on sent la pression qui est actuellement exercée sur l'ancien président François Bozizé. Quels sont les groupes armés qui ont fusionné? On ne nous donne pas clairement le nom des groupes armés jusqu'à présent. Et vous avez toutes sortes d'informations parce que actuellement, quand les hostilités ont repris, on nous dit même que les anti-Balaka et les Séléka se seraient également associés pour descendre sur Bangui, pour prendre le pouvoir, etc. Malheureusement, on ne peut pas vérifier toutes ces informations d'un seul coup puisque on est plus dans une situation d'affrontement et tout le monde sait que parmi ces groupes armés, il est arrivé souvent qu'il y ait des affrontements entre les groupes armés malgré l'accord de Khartoum. Et je crois que peut-être la vraie solution passerait par l'accord de Khartoum, puisque dans l'accord de Khartoum, il y avait des sanctions qui avaient été prévues clairement au niveau de ces accords. Il faut peut-être aller dans ce sens. Et pour le moment, malheureusement, on ne va pas véritablement dans ce sens, à part quelques menaces qui sont entendues par-ci, par-là. Le camp de François Bozizé a quand même clairement démenti être à l'origine de ces attaques qui sont perpétrées, en tout cas qui sont attribuées à ces groupes armés. Oui, le porte-parole a démenti. Dès que le gouvernement les a accusés, il a démenti en disant que ni Bozizé ni le parti ne sont concernés par un quelconque coup d'État. Mais le démenti ne résout pas le problème parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
ceux qui ont parlé, je vois mal les Nations Unies, je vois mal l'Union européenne, je vois mal l'Union africaine, toutes ces structures qui aujourd'hui tiennent la Centrafrique, parce que même ces élections, c'est eux qui ont financé. Sans ce financement, ces élections n'allaient pas pouvoir avoir lieu. Je ne vois pas quel intérêt ils ont à cibler directement M. Bozizé dans un communiqué, à commencer à faire pression sur lui en parlant même de responsabilités individuelles, comme l'a dit M. Mankeur Ndiaye. Mais c'est quelqu'un qu'on est en train aujourd'hui de dire, attends, soit tu rentres dans les rangs, soit ce qui devait être fait et qui n'avait pas été fait jusqu'à présent va être fait. On va te traduire devant les tribunaux pour te juger, pas seulement pour ce que tu avais fait, mais pour ce que tu es en train de faire actuellement en entravant le processus électoral. À l'heure actuelle, où se trouve le général Bozizé? Difficile à dire. Il ne faut pas oublier qu'il était rentré discrètement dans ce pays. Et quand il est rentré, comme il était sous mandat international, beaucoup de gens aujourd'hui se disent, mais voilà, parce que quand il est arrivé, des gens avaient dit qu'il faut l'arrêter. Puisque si la Centrafrique a un mandat international et que la personne recherchée à l'international se trouve sur le territoire national, quand même, on ne peut pas comprendre que la personne ne soit pas arrêtée. Et certains disent que oui, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre qui a été commise, il fallait l'arrêter dès qu'il est venu. Certainement, comme il était arrivé discrètement, il s'était mis à l'abri discrètement pendant un certain nombre de temps pour voir quelle est la situation avant de commencer à sortir en public, à organiser des meetings. Certainement, il est retourné dans cette clandestinité en attendant de voir clair sur sa situation personnelle. Est-ce qu'il risque d'être poursuivi ou pas? C'est pourquoi, depuis quelque temps, c'est plutôt son porte-parole qu'on entend, mais lui-même, on ne l'a pas entendu. Est-ce que l'ancien président a quand même conservé une influence sur des groupes armés, malgré qu'il a passé 7 ans en exil? C'est la conviction de tout le monde. C'est la conviction de tout le monde, puisque les gens considèrent qu'il a participé à financer en particulier les anti-Balaka. C'est la conviction de tout le monde, de sorte que si aujourd'hui on regarde vers lui, c'est parce qu'on l'a déjà vu faire une pratique similaire. Ce n'est pas une accusation qui est fortuite. En plus, certainement, d'informations que ces gens ont, qu'ils n'ont pas encore mis au niveau du public pour qu'on sache sur quoi s'est fondé le communiqué très fort qui a été fait par ces organisations contre le président Bozizé. Très certainement, tous ces éléments mis ensemble font que Bozizé, aujourd'hui, semble être le premier responsable de ce qui se passe, parce qu'on peut se poser la question également à qui ça profite. Puisque c'est lui qui n'est plus dans le jeu électoral. Ceux qui sont dans le jeu électoral auront plutôt tendance à vouloir voir les élections se passer normalement pour pouvoir éventuellement gagner ou aller au second tour. Mais quelqu'un qui n'est plus dedans, il n'a rien à perdre dans une annulation de cette élection. Pourtant, vous l'avez rappelé, il a dit qu'il acceptait son invalidation, qu'il n'en ferait aucun recours. Il a même soutenu un peu Anissé Georges Dologuélé. Qu'est-ce qu'il gagnerait à perpétrer un coup d'État? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi chercher un coup d'État? On le voyait plutôt aller dans le sens de faire perdre le président au pouvoir en appuyant un candidat, ce qui lui permettrait d'avoir, j'allais dire, une nouvelle virginité, parce que le pouvoir arrivé avec son soutien va certainement voir comment l'amnistier une bonne fois pour toutes et régler tous ces problèmes sur le plan juridique. Cette voie semblait être la voie certainement la plus facile, mais peut-être qu'il se rend compte que l'ancien président, Touadéra, peut gagner les élections et que son soutien à Dologuélé risque de ne pas régler le problème, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a Martin Ziguélé qui est également là à côté et qui est quand même une grosse pointure par rapport à ces élections, qui peut lui aussi gagner les élections. Peut-être il est en train de s'interroger, ou d'autres peut-être dans son entourage ont préféré dire que mais attendez, pourquoi faire dépendre notre avenir d'un jeu électoral qu'on ne maîtrise pas? Pourquoi ne pas faire ce qu'on avait fait en 2003, aller tout simplement prendre le pouvoir par la force et prendre Bozizé, mettre à nouveau au devant de la scène? Mais je ne crois pas que cela puisse être possible aujourd'hui avec la présence de la MINUSCA, la présence des forces russes qui se renforce plus la présence des soldats du Rwanda. Mais toute cette situation montre que la sécurité n'est pas encore garantie en Centrafrique. Mais c'est clair que la sécurité n'a jamais été garantie en Centrafrique, parce qu'il y a des éléments qui devaient garantir cette sécurité dans les accords de Khartoum qui n'ont pas été appliqués. Un des éléments, c'était la démobilisation au niveau des groupes armés. Ça n'a pas eu lieu. Un autre élément pour mettre tout le monde en confiance, parmi ceux qui sont démobilisés, certains devaient intégrer l'armée centrafricaine. Dans certaines zones,
il devait y avoir ce qu'on appelle des troupes mixtes qui devraient faire le contrôle de sécurité. Tous ces éléments n'ont pas eu lieu, de sorte que, malgré les accords de Khartoum, chacun est dans son camp, chacun est dans sa position, chacun organise ce qu'il est en train d'organiser. Et sur 80% pratiquement du territoire, c'est les groupes armés qui font la loi, ce n'est pas le pouvoir central qui fait la loi. Donc il était clair, en allant vers les élections, que la sécurité n'était pas véritablement revenue. Il y avait un calme précaire, comme on l'appelle. Et ce qui s'est passé ne surprend pas. Tout le monde savait qu'il y avait des risques par rapport à ces élections, puisque quand on a commencé l'enrôlement des citoyens centrafricains sur les listes électorales, il y a des zones, quand les partis sont allés pour faire campagne, pour demander aux populations de se faire enrôler, les groupes armés les ont empêchés de faire ce travail qu'ils doivent faire en tant que parti légalement reconnu. Alors, on vante également le bilan du président Touadéra sur un point, c'est qu'il tente de reconstruire les forces armées centrafricaines, les FACA, mais face à une avancée de groupes armés, il n'y a pas eu une armée centrafricaine pour leur opposer une résistance. Il a fallu le Rwanda et la Russie, notamment pour sécuriser le pouvoir de Bangui. Oui, l'armée est en reconstruction, une reconstruction qui a connu des difficultés, parce que dans un premier temps, c'était avec les Français, mais finalement, les Russes sont venus avec force, et vous connaissez la géopolitique, chacun va vouloir prendre la meilleure part du gâteau, être la tutelle de l'armée centrafricaine. Ça a quand même créé un peu de confusion, mais les Russes sont en train de faire en Centrafrique tout simplement ce qu'ils ont fait en Syrie, en prenant fait et cause pour le président de la République, en demandant aux Nations Unies de lever temporairement l'embargo pour qu'ils puissent fournir des armes aux Centrafricains, pour qu'ils puissent former l'armée centrafricaine, mais mieux, ils ont amené des hommes qui sont sur le terrain et qu'on a vu se battre sur le terrain, même s'ils portaient des tenues de la gendarmerie centrafricaine avec les hommes du Rwanda. Mais c'est pour dire simplement que l'armée centrafricaine n'est effectivement pas en mesure aujourd'hui d'empêcher à ces rebelles de descendre sur Bangui. Si l'armée centrafricaine était en mesure de le faire, depuis la présidente de transition, on aurait vu cette armée jouer ce rôle, mais elle n'a pas été capable de jouer ce rôle. À chaque fois, on a vu les groupes rebelles de temps en temps s'en prendre, pas seulement aux civils centrafricains, mais parfois même aux hommes de la MINUSCA, sans pour autant qu'il y ait véritablement la riposte qu'il fallait pour remettre ces gens à leur place. Tout cela fait planer des craintes pour la suite de la campagne? Oui, tout à fait. Le Code 2020, par exemple, eux, ils ont déjà donné leur position en disant que, vu cette question d'insécurité qui est venue s'ajouter à ce qu'ils appellent de l'impréparation, puisque les cartes sont en train d'être distribuées, on est juste à une semaine, ils disent que le matériel électoral, il y a des éléments qui ne sont pas encore disponibles, etc. En plus de ce qui vient de se passer, eux, ils demandent tout bonnement qu'il y ait un report des élections, et qu'avant qu'il y ait élection, qu'il y ait une concertation nationale. Et il est bon de rappeler que dans les accords de Khartoum, cette critique avait été faite. Les accords de Khartoum, c'était le pouvoir et les groupes armés. On n'avait mis ni l'opposition, ni la société civile centrafricaine. Et c'est comme s'ils sont en train aujourd'hui d'avoir raison. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons à la pause maintenant et on va revenir avec notre invité. Avec lui également, on évoquera la situation en Centrafrique et éventuellement la situation d'un des candidats à la présidentielle.